Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la méthodologie de l'épreuve rédactionnelle en UE7. Alors déjà, l'épreuve rédactionnelle, l'évaluation en UE7, c'est une épreuve de 3 heures qui est coefficient 10, donc c'est coefficient 10 pour toutes les filières. Il va y avoir deux parties à cette évaluation, une partie qui porte sur l'ensemble de l'enseignement du UE7, c'est-à-dire des QCM qui seront de BHS et de SSH. Au niveau temps, il faut y consacrer à peu près 45 minutes, on va dire. Et une deuxième partie qui sera une épreuve de commentaire et d'analyse de texte, et donc là qui portera uniquement sur de la SSH, et au niveau temps, ce serait plutôt 2 heures à 2 heures et quart. Alors, au niveau de l'épreuve rédactionnelle, vous allez avoir deux choses à faire, un résumé de thèse et un développement critique. Pour le résumé de thèse, ça sera noté sur 4 points environ. Il faudra qu'il fasse 6 à 8 lignes, et il faudra y consacrer 30 à 45 minutes. Ensuite, pour le développement critique, ça sera 14 points environ. Il faudra y consacrer à peu près 1 heure et demie. Et alors un point important, il faut savoir que tout ce que vous allez écrire au moment de l'épreuve rédactionnelle, il faudra que ça tienne sur une page recto verso. Donc ce sera le résumé de thèse et le développement critique sur une page recto verso. Donc ça fait une grande contrainte de place. Un point important, c'est que le style et l'orthographe seront notés sur 2 points, voire plus. Et une autre chose importante, il faudra écrire ni titre ni couleur, ne pas mettre d'abréviation, sauf si vous les expliquez avant, et écrire bien les chiffres en lettres. Alors, pour le résumé de thèse, la thèse, c'est vraiment ce que veut dire l'auteur, ce qu'il veut nous faire passer à travers le texte. C'est souvent très difficile à comprendre à la première lecture, on passe souvent à côté ou alors on a une idée assez vague. C'est pourquoi il est important de lire le texte plusieurs fois, au moins 2 fois. Après, ça peut être 2, 3, voire 4 fois, tout pareil. Au cours de ces plusieurs lectures, il faudra faire plusieurs choses. Il faudra d'abord repérer le thème du texte. Souvent, c'est ce qu'il y a de plus facile, savoir si le texte parle par exemple d'autonomie, de vulnérabilité, si c'est plutôt sur les maladies chroniques. Ça reste assez simple. Et ensuite, il faudra repérer la thèse du texte. Donc là, ça devient un peu plus complexe. Pour pouvoir repérer cette thèse, je vous conseille de repérer la structure du texte, c'est-à-dire voir comment il est formé et les différentes parties, et résumer chaque partie avec des mots-clés. Vous allez avoir du coup les grandes idées du texte, comment est-ce qu'il est construit, et donc vous allez pouvoir bien comprendre la thèse et être sûr de ne pas passer à côté de certaines choses. Au niveau de la rédaction du résumé de thèse, donc tout à l'heure j'ai dit 6 à 8 lignes, mais c'est vraiment 4 lignes minimum et 8 lignes maximum. Il est inutile d'indiquer la date de rédaction, de parution, contexte d'écriture et tout ça, l'auteur, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de résumer vraiment la thèse et vous allez juste perdre beaucoup de place à dire il a été écrit, le texte a été écrit, c'est un article, il a été écrit en telle année, tout ça. Puisque c'est un résumé de thèse, vous allez devoir reformuler avec vos propres mots, tout en redonnant factuellement et de manière très fidèle ce que veut dire l'auteur. Donc il ne faut pas apporter de citation, puisque c'est avec vos propres mots. On ne mentionne pas non plus les exemples utilisés, parce que là, les exemples sont là pour illustrer les arguments, et nous, on veut pas les arguments ni les exemples, on veut vraiment la thèse, l'idée principale. Et encore une fois, il n'y a pas d'interprétation personnelle et d'opinion, parce que là, c'est vraiment ce que l'auteur voulait dire. Ensuite, vous allez devoir faire une transition qui sera assez courte. C'est pas la peine de faire une transition de 10 lignes. Donc c'est une ou deux phrases de liaison dans laquelle vous allez pouvoir rappeler la thèse de l'auteur et ensuite la problématiser ou problématiser un point du texte. Vous pouvez aussi éventuellement indiquer le plan choisi, mais toujours il ne faut pas que ce soit une transition trop longue, donc ça c'est comme vous voulez. Pour faire une problématique, vous devez prendre ce qui vous semble le plus important dans le texte. Il faut que ce soit un point qui vous parle. Il va falloir formuler sous forme de question un enjeu principal du texte, mais dans un texte, il y a forcément plusieurs enjeux principaux, il n'y en a pas forcément un seul. C'est pourquoi vous allez pouvoir avoir, pour un seul texte, une multitude de problématiques, pour avoir 10-20 problématiques différentes. Et ce sera toujours des problématiques qui peuvent être très pertinentes. Vous allez devoir interroger les concepts du texte. Les concepts, donc un seul, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous devez bien
cibler une information et cibler une affirmation pour pas vous éloigner et problématiser tout l'ensemble du texte. Un point important est que la problématique, vous ne devez pas pouvoir répondre à votre problématique par oui ou par non. Vous ne devez pas avoir une réponse immédiate. Donc pour ça, je vous conseille de rédiger votre problématique sous forme de en quoi ou dans quelle mesure. Ça va tout de suite vous amener sur quelque chose de plus... vous amener à plus de réflexion et vous allez pouvoir argumenter plus facilement. Et bien sûr, votre problématique, elle peut mettre en jeu des arguments contradictoires. C'est là où vous pouvez avoir une discussion et pouvoir vraiment avoir un argumentaire qui pourrait être intéressant. Pour le développement critique, donc vous allez devoir faire votre problématique, comme je viens de le dire pour la transition, et vous allez devoir vous positionner par rapport à ces problématiques et par rapport aux problématiques du texte. Ça peut être très intéressant de soit appuyer un point du texte, soit remettre en cause ou voir les limites. On peut dire, par exemple, dans telle situation, je suis d'accord avec l'auteur, mais si on élargit à un plus grand domaine, on peut voir que ce qui est dit n'est pas tout à fait vrai et on peut voir des limites. Un point important et à bien comprendre, c'est que le but du développement critique, c'est pas d'affirmer ou de dénigrer la pensée de l'auteur. C'est pas le but de dire oui, je suis totalement d'accord avec l'auteur ou non, je suis totalement en désaccord. Ce qu'il faut, c'est... Vous n'êtes même pas obligé de parler de la pensée de l'auteur, en fait. Il faut vraiment dire ce que vous pensez, et là, c'est vraiment personnel. Et autre chose d'important, il faut toujours revenir à son positionnement par rapport à la problématique. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais, c'est quand j'écrivais mes paragraphes, je commençais mon paragraphe et à chaque fois, je me relisais pour voir si j'étais bien en accord avec ma problématique. Sinon, il y a un risque énorme de hors-sujet. Et là, après, c'est bien compliqué. Pour chaque paragraphe, il y a une structure à avoir, une structure idéale, on va dire, et qui fait que vous avez un bon paragraphe. Vous devez avoir une idée directrice, donc l'idée principale. Ensuite, vous allez énoncer un argument qui va expliquer ou prouver cette idée, donc cette idée directrice. Et ensuite, vous allez avancer un exemple qui va permettre donc d'illustrer l'argument et l'idée directrice. Donc les exemples, ça peut être soit des citations, des références socio-philosophiques, pourquoi pas des références littéraires, artistiques. Et voilà. Et ce qu'il faut bien penser, c'est que cet exemple, vous le donnez pas tel quel. Il va falloir le commenter et ou le justifier pour pouvoir montrer que ça illustre bien votre argument et votre idée directrice. Et enfin, à la fin de votre paragraphe, c'est pas mal de faire une petite phrase de synthèse pour dire, j'ai parlé de ça dans ce paragraphe-là, et pour pouvoir faire une mini-synthèse, qu'elle soit plus claire et compréhensible pour le lecteur. Au niveau du plan, c'est bien de faire entre 2 et 4 paragraphes. Entre chaque paragraphe, c'est pas la peine de sauter de ligne et on peut faire un alinéa. C'est mieux de faire un alinéa. Une chose importante, c'est qu'il faut bien garder une seule idée par paragraphe et non pas en mettre 2, 3, parce que là, du coup, c'est plus un vrai paragraphe avec une bonne construction et là, ça devient totalement fouillis et pas très compréhensible. Au niveau du nombre de paragraphes, donc j'ai dit entre 2 et 4, moi, je vous conseille plutôt entre 2 et 3 parce que on n'a pas beaucoup de place, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une page recto verso. Et puis, il vaut mieux faire des paragraphes bien construits qu'en faire plusieurs et pas très bien construits et pas très bien développés. Autre chose, il ne faut pas faire un plan type comme vous pouvez faire par exemple au lycée, du type oui, non, ça dépend. C'est des choses qui n'ont pas été... c'est pas ce qu'on attend de vous. Il va falloir qu'on puisse voir dans votre développement, donc à travers tous vos paragraphes, une progression de la pensée, c'est-à-dire vous partez d'un élément de départ et ensuite vous allez argumenter, donner des exemples pour cet argument, mais ça va peut-être vous faire réfléchir et vous devez continuer, donc avoir une certaine gradation dans votre commentaire et pouvoir arriver à la fin arriver à une certaine conclusion. Mais ce qui est important, c'est que vos paragraphes, ils ne peuvent pas être interchangeables puisque comme vous avez un fil de pensée et que l'idée de départ n'est pas la même que l'idée d'arrivée, vous ne pouvez pas mettre le troisième paragraphe à la place du premier. Bien sûr, il faut assurer le lien entre les différentes parties avec des connecteurs logiques. Ça, c'est un point primordial pour réussir à bien vous lire ensuite. Et ne pas reprendre les arguments du texte. Parce que on attend de vous un développement critique qui est personnel. Donc, il faut apporter des arguments personnels et ne pas retranscrire le texte.
Et enfin, la conclusion. La conclusion, elle est facultative. Souvent, on n'a pas beaucoup de conclusions. Souvent, par manque de place et ou de temps, on ne fait pas de conclusion. À choisir, il vaut mieux avoir des parties bien développées et des paragraphes bien construits et bien complets et pas de conclusion, puisqu'elle est facultative. Au niveau de la méthode pour la conclusion, on repart de la thèse de l'auteur. Donc ce qu'il avait dit au départ, on pourrait mettre donc d'après l'auteur, il a telle opinion. Ensuite, nous avons montré que, et là on peut faire tout le cheminement qu'on a fait à travers nos différents paragraphes dans le développement critique. Et on peut finir par nous savons maintenant que. Donc là c'est vraiment l'idée finale qui répond à notre problématique. Concernant la conclusion, normalement une vraie conclusion se fait avec une ouverture. Cependant, une ouverture, c'est très difficile d'arriver à en faire une bien. C'est pourquoi je vous déconseille plutôt d'en faire. Parce qu'une ouverture, normalement, c'est une nuance qu'on va apporter à la réponse finale. Cependant, c'est une petite nuance. Et donc, ça devra amener à réfléchir. Mais amener à réfléchir, pas en contredisant tout ce que vous avez fait avant. Parce que si vous remettez tout en question votre développement, là, ça vous a amené à un hors-sujet. Et du coup, c'est vraiment pas une bonne idée. Et donc, c'est bête d'avoir fait tout ça comme ça. Donc voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura aidé.